Merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi je suis Landais Michael, je travaille en réanimation médico-chirurgicale à l'hôpital du Mans et du coup je vais vous présenter un sujet qui est vaste, la nutrition et l'assistance respiratoire. Donc malheureusement en 20 minutes je ne pourrai pas traiter de tous les sujets, mais je vais essayer de répondre à quelques questions de façon assez simple et pragmatique. Alors comme conflit d'intérêt, j'ai été financé pour le PHRC Ambroisie qui regarde la gestion de la nutrition en péri-extubation et je vous en parlerai tout à l'heure. Et j'ai fait partie avec Eric et Thierry du groupe pour la rédaction de la RFE sur la nutrition. Donc j'en reparlerai effectivement et je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit juste avant et on en reparlera. Alors on va essayer de regarder le séjour d'un malade en réanimation à travers ces différentes étapes. On va commencer par le malade sous VNI au petit flot, puis sous ventilation invasive, des phases de DV et la gestion du sevrage de la nutrition lors de l'extubation. On va essayer de répondre à 6 questions et vous verrez que les réponses ne sont pas si simples que ça et que les réponses ne sont pas souvent très franches. On va regarder est-ce qu'il faut nourrir un malade sous OHD ou VNI, quand commencer la nutrition, par quel mode, quel type de nutrition utiliser. On sait que les industriels ont beaucoup d'idées et de solutés. Faut-il la modifier lorsqu'on met le malade en DV et comment on gère l'extubation? Alors, je vais reprendre un tout petit peu ce qu'a dit Clément sur les différentes phases du malade de réanimation. Pour moi, il y a deux grandes phases très importantes. La phase aiguë avec un catabolisme important et une fonte musculaire et la phase de récupération. Beaucoup d'études ont été réalisées sur cette phase aiguë et on s'aperçoit que finalement, maintenant, on arrive à de plus en plus d'études sur la phase de récupération. La grande difficulté, c'est de savoir quand est-ce qu'on passe d'une phase à l'autre. Et ça va être, pour moi, l'avenir de la recherche sur la nutrition. Alors, la nutrition, effectivement, c'est difficile. Moi, quand j'étais interne et que j'ai commencé, mon chef me disait toujours prescris correctement les antibiotiques et puis mets un litre 5 de nutrison, on verra plus tard. En fait, on est complètement à côté de la vérité parce que la nutrition, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus intéressant que ça. Parce que chaque malade est différent. On s'aperçoit que, comme le disait Clémence, effectivement, monsieur Dupont A et monsieur Dupont B, c'est pas du tout la même chose. D'où l'intérêt de regarder son état nutritionnel de base. Et que l'évolution en réanimation n'est pas linéaire. C'est ce qui rend notre métier si intéressant. Effectivement, le malade, il arrive pour un choc septique sur une péritonite et puis 4, 5, 6 jours après, il fait une PAVM. On revient sur la phase aiguë. Et donc, les choses ne sont clairement pas linéaires et c'est ce qui rend les choses très intéressantes. Et la frontière entre la phase aiguë et la phase de récupération va être tout l'enjeu pour la suite. Alors, on va commencer et entamer notre sujet sur le malade sous VNI et OHD. Bon, on va voir que les données sont quand même très limitées. Déjà, il y a des obstacles qui sont fréquents pour nourrir les malades sous VNI et OHD, c'est qu'ils sont nauséeux, ils sont dysphagiques. Et il y a même la gêne du masque en lui-même qui rend impossible la nutrition du malade sous VNI. Alors, Nicolas Terzi, en 2017, sur une étude rétrospective, montre quoi? Que finalement, 60% des malades sous VNI ne sont pas ou peu nourris. Et lorsqu'il compare les malades qui sont nourris et ceux qui ne le sont pas, qu'est-ce qu'il montre? Encore, c'est du rétrospectif sur de la cohorte. Il montre que l'alimentation orale semblerait protectrice, avec moins d'intubation, moins de pneumonie, comparé à l'absence de nutrition. Bon. Et lorsqu'on regarde les malades qui ont une sonde nasogastrique et à qui on apporte une nutrition entérale, Kogo, sur une étude rétrospective également, peu de malades, montre que on augmenterait la durée de ventilation, on augmenterait la durée de séjour. Finalement, le mieux serait l'ennemi du bien. Bon. Chez les malades sous OHD, encore moins d'études. Bon, une petite étude de Zerbib, 40 malades, très peu, on peut rien en tirer. Bon, qu'est-ce qu'il montre? 25% reçoivent une nutrition orale et chez lui, 50% de nutrition entérale. 15% sont à jeun 48 heures. Bon, ça ne nous apprend pas grand-chose, sauf qu'ils sont finalement peu nourris. Et une chose intéressante sur l'OHD, c'est Arizono qui nous montre ça, une étude physiologique sur les sujets sains.
il montrerait que au-delà de 40 litres minutes, on aurait des troubles de déglutition chez le sujet sain. Chez nos malades sous OHD en réanimation, ils sont la majorité du temps à 60 litres minutes. Donc, est-ce qu'il faudrait les nourrir? Eh bien, je n'ai pas la réponse à cette question, moi. Peut-être que l'étude Jeune Tube pour laquelle on participe va y répondre. C'est une étude prospective randomisée multicentrique, dont le critère de jugement principal est l'intubation. Deux groupes, un groupe nourri, un groupe pas nourri. Et la nutrition est péros. Donc peut-être qu'on aura une réponse dans les prochaines années. En tout cas, je pense qu'il faut rester pragmatique et s'adapter en fonction des malades. Si on veut nourrir les malades, il faut préférer la nutrition orale peut-être, avec adapter les textures, un épaississement des liquides et une réévaluation de la déglutition. Moi, dans mon service, on nourrit les malades sous OHD et VNI, mais avec plusieurs précautions. Et c'est finalement ce que l'on a écrit dans la conférence dans la RFE, avec, comme vous le voyez, un avis d'expert, donc un niveau de preuve qui est quand même extrêmement faible. On va s'intéresser maintenant à la ventilation invasive. Et une question qui peut paraître simple, mais qui finalement est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Quand est-ce que je commence la nutrition? Eh ben, c'est une très bonne question parce que sur ce sujet-là, il n'y a pas beaucoup d'études et encore moins des études robustes. Bon, sur les études observationnelles rétrospectives, qu'est-ce que l'on voit? Que une nutrition entérale précoce dans les 24 à 48 heures réduirait la mortalité, la durée de ventilation et la durée de séjour à l'hôpital. Mais pareil, avec un niveau de preuve qui n'est pas très élevé. Et en ce qui concerne les pneumonies, les PAVM, eh ben, les données sont clairement contradictoires en fonction des études. Donc la question de l'initiation, finalement, elle n'est pas si simple. Cependant, dans ces études, quand on regarde les sous-groupes, des malades notamment sous amine vasopressive, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de différence entre les nourris tardivement et les nourris précocement. Et quand on poule tout ça dans les méta-analyses pour lesquelles on leur fait dire ce que l'on veut avec le nombre d'études que l'on met, eh ben, c'est très hétérogène. Et la part entérale dans tout ça, eh ben, lorsqu'on compare la nutrition parentérale et parentérale, ben, l'une n'est pas supérieure à l'autre, en tout cas lorsqu'on la commence précocement. Et que ce soit et la parentérale et l'entérale, Jean Régnier en 2015 montre que ça réduirait la mortalité à J28, mais une étude monocentrique avec peu de malades. Bon. Donc pareil, avis d'experts dans la conférence dans la RFE, parce que finalement, quand débuter la nutrition, eh ben, on va rester très pragmatique, on va dire, dans les 48 premières heures. Là où j'ai des réponses, et heureusement, c'est sur le type de nutrition qu'on va utiliser. Alors, est-ce qu'on utilise une nutrition entérale, parentérale, hyperprotidique, standard, hypercalorique ou je ne sais quoi? On va commencer par entérale versus parentérale, on en a parlé tout à l'heure. Eh ben, Nutrirea 2, Jean Régnier, Lancet 2018, 44 réanimations françaises, 2410 malades, donc on a quand même un très gros effectif. Deux groupes, nutrition entérale et parentérale. La nutrition était commencée dans les 48 premières heures. Le critère de jugement principal était la mortalité. Alors on pourra toujours discuter du critère de jugement principal qui est la mortalité dans les études de nutrition, mais en tout cas c'est celui qui a été choisi. Et aucune différence statistiquement significative sur le critère de jugement principal. Ce qui change, c'est sur le critère de jugement secondaire sur la tolérance digestive, avec effectivement plus de vomissements dans le groupe entéral et surtout plus d'ischémie digestive dans le groupe entéral. Alors après, on regarde, on parle de 19 malades versus 5, quoi, sur une population de 2400 malades. Donc pas de différence sur le critère principal et une différence sur la tolérance. Calories en 2014, 33 réanimations anglaises, 2388 malades, on est encore dans des groupes très importants, nutrition entérale et parentérale, là débuté dans les 36 premières heures, eh bien, mortalité à 30 jours, pareil, aucune différence statistiquement significative. Les seules différences, ça va être sur les vomissements, plus présents dans le groupe entéral, et les épisodes d'hypoglycémie. Alors si je reviens à la question d'avant, finalement, quand est-ce que je dois débuter la nutrition?
Et ben, si on extrapole à ces études-là, peut-être que dans les 24 à 48 heures serait la bonne réponse. Et est-ce que je dois utiliser une nutrition entérale ou parentérale? Eh ben si on regarde ces deux papiers-là, finalement, il n'y a pas de différence. Alors on sait que la nutrition entérale apporterait peut-être un bénéfice sur la trophicité digestive. Donc, si on peut débuter une nutrition entérale, nous, dans notre service, on privilégie la nutrition entérale. Si on ne peut pas, on fait de la parentérale. Alors, hyperprotidique ou standard? Bon, je pense que la réponse a été donnée. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Eric sur le topo précédent. Bon, là, on s'aperçoit dans Effort Protein que les malades reçoivent 1,6 versus 0,9 grammes par jour et qu'il n'y a aucune différence sur la mortalité, la durée de séjour, la durée de ventilation. Ça a été confirmé par le Target Protein dans le JAMA en 2025, pareil, aucune différence que ce soit un critère primaire ou secondaire. Donc, plutôt pas en réanimation de soluté hyperprotidique. Encore une fois, là, on est clairement dans la phase aiguë ou le début de la phase de récupération. Et mon topo va dans ce sens-là. Et la question de la nutrition hypercalorique, doit-on mettre de la nutrition à 1,5 kcal versus 1? Et Target a essayé d'y répondre. L'objectif étant d'apporter le nombre de calories prescrits plus rapidement avec moins de soluté. Finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun impact sur la survie à J90, sur les défenses viscérales, sur les infections et la durée de séjour. Donc, plutôt pas de nutrition hypercalorique également. Et on s'aperçoit, sur une analyse sur l'impact sur la qualité de vie à 6 mois, qu'il n'y a clairement aucune différence. Encore une fois, toutes ces études se sont basées sur la phase aiguë du malade de réanimation, qui dure de 1 à 7 jours. Est-ce que toutes ces études aussi ont comme objectif 20 à 25 kilocalories? Et comme l'a dit Clémence, finalement, on revient maintenant à cet objectif à 6 à 8. Est-ce qu'il y aura un changement si jamais on changeait les objectifs de ces études? Ça, je ne sais pas. Donc, les recommandations sont plutôt... peu importe, nutrition entérale ou parentérale, avec une discussion sur une préférence sur la nutrition entérale lorsqu'on le peut, et pas de solution enrichie ni de solution hyperprotidique, en tout cas dans la première semaine chez le malade de réanimation. Alors un sujet que je connais et pour lequel on essaie de travailler, sur le mode d'administration. Bon, est-ce qu'on prescrit la nutrition en continu comme la majorité des centres de réanimation H24, ou est-ce qu'on réalise des bolus 4 à 6 fois par jour? On sait que la nutrition continue, c'est plus simple. Il y a moins de temps infirmier. C'est peut-être mieux toléré. Et que la nutrition en bolus, elle, améliorerait peut-être l'homéostasie circadienne, permettrait des phases de jeûne, permettrait d'améliorer l'autophagie. Bon, la littérature est extrêmement décevante parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et quand on regarde les méta-analyses et les études dedans, 30 malades dans un groupe, 14, 20, donc très peu d'études et pas de différence, en tout cas dans cette méta-analyse, sur continu versus en bolus, sur la tolérance digestive et les infections. Alors, on va aller au plus simple. Nous, dans le service, on prescrit la nutrition continue parce que c'est plus simple et il y a moins de travail infirmier. Et on travaille là-dessus parce qu'on est en train d'analyser l'étude qu'on a menée sur une nutrition continue H24 versus la journée. Et on va essayer de voir s'il y a clairement une différence de façon à... Pourquoi la journée? Pour avoir une période de jeûne nocturne. Bon, on va voir s'il y a clairement une différence. Alors, faut-il la modifier en DV? On s'est souvent aperçu que le malade vomissait lorsqu'il était en DV et nourri en nutrition entérale.
Eh bien, toutes les études ne le montrent pas. Les données sont très contradictoires sur le malade en décubitus ventral. Et quand je vous montre les études, ben, voilà sur quoi on s'est basé. 20 malades, 34 malades, 25 malades, prospectrice unicentrique. Bon, pas grand-chose. Donc, certaines montrent que ça augmente l'intolérance, d'autres l'inverse. En tout cas, ce qui a été montré sur 72 malades de Van der Voort, c'est que les prokinétiques et la tête de lit surélevée permettraient d'augmenter la tolérance digestive. Donc, pareil, avis d'experts, peu d'études robustes, on reste très pragmatique. Hein. Si on nourrit les malades en nutrition entérale et qu'on les met en DV, on met la tête de lit surélevée et on utilise des agents prokinétiques. Alors, je vais arriver sur la nutrition et le sevrage de la ventilation. Et c'est une question que je me suis posée très tôt parce que le jeûne était pratiqué de façon courante en réanimation. Lorsque on a fait une étude pour regarder les pratiques, on s'apercevait que environ 50% des centres de réanimation pratiquaient le jeûne. Et en moyenne, 6 heures. Et on sait pourquoi on met les malades à jeun, parce qu'il y a un risque de troubles de déglutition, de réintubation, d'inhalation, de pneumonie, voire même du décès. Mais finalement, quand on regarde les études physiologiques et par exemple échographiques de Nguyen, on s'aperçoit que le volume gastrique est le même qu'on soit mis à jeun 6 heures ou qu'on poursuive la nutrition. Et puis le jeûne en lui-même n'est pas dénué d'effets secondaires. On a peut-être plus d'hypoglycémie, on a peut-être plus de soins infirmiers. Bon. Donc, on a mené une étude multicentrique randomisée dont le critère de jugement principal était la réintubation ou la mort à J7. Très pragmatique. Des malades de plus de 18 ans, ventilés plus de 48 heures, avec une nutrition plus de 24 heures. Et bien sûr, tous les malades limités n'étaient pas inclus. 22 centres, 11 centres dans chaque. On voit qu'il y a une majorité de centres polyvalents médico-chirurgicaux, une réanimation chirurgicale dans le groupe continu et 2 dans le groupe à jeun. 1130 malades à analyser en intention de traiter et 1000 en pair protocole. Alors, quand on regarde la baseline, on s'aperçoit que les groupes sont identiques, sauf à l'extubation. À l'extubation, on s'aperçoit qu'il y a plus d'échecs de l'épreuve de sevrage dans le groupe poursuite de la nutrition. Et il y a plus de corticostéroïdes prescrits en prévention de l'œdème laryngé, par exemple, dans le groupe mis à jeun. Et que dans le groupe mis à jeun, ils avaient plus de toux inefficaces et de sécrétions abondantes. Donc on va essayer de discuter de tout ça. Et autre chose intéressante, c'est que lorsqu'on met la sonde nasogastrique en aspiration, puisque le protocole c'était un groupe à jeun 6 heures avant avec la sonde nasogastrique en aspiration pour s'assurer que le malade était réellement à jeun, on s'aperçoit finalement on n'aspire pas grand-chose. On aspire 20 ml de moyenne, quoi. Bon, les résultats montrent qu'il n'y a clairement pas de différence statistiquement significative, donc le critère de non-infériorité est validé. Donc, la poursuite de la nutrition n'est pas non inférieure, en tout cas dans cette étude, à la mise à jeun chez les malades de réanimation. Je reviens juste sur cette diapositive où on s'aperçoit que, effectivement, on a beaucoup de malades médicaux. On a quand même 15% de malades chirurgicaux et principalement viscérales et thoraciques. Très très peu de neuro. Sur les critères secondaires, une des grandes différences, c'est que le temps entre l'épreuve de sevrage et l'extubation est très très inférieur dans le groupe poursuite de nutrition, 2 versus 18 heures, et entre la sortie de réanimation et l'épreuve de sevrage, on a 2 jours et demi de différence. Lorsqu'on essaye de regarder et de faire une analyse de sensibilité, on s'aperçoit que le critère de non-infériorité est également validé, y compris lorsqu'on regarde les stéroïdes, l'âge, l'atout. Donc, ça n'a pas impacté le résultat.
autre chose intéressante dans cette étude, c'est les causes de réintubation. Eh bien, finalement, on s'aperçoit que quand on regarde le groupe poursuite de nutrition ou le groupe à jeun, bah les causes de réintubation sont identiques, sont statistiquement pareilles. Donc, il n'y a pas de différence sur les causes de réintubation. Ce n'est pas parce qu'il était mis à jeun qu'il inhale moins et qu'il fait moins de complications. Alors, les experts ont préconisé chez l'adulte, on doit probablement poursuivre la nutrition jusqu'à l'extubation. Et pourquoi c'est important ? Parce que lorsque le malade arrive à la phase d'extubation, on est déjà à la phase de récupération du malade de réanimation. Et c'est probablement là où il va avoir le besoin de plus de nutrition et de travail. Donc, c'est pour ça que pour nous, on poursuit la nutrition jusqu'à l'extubation. Alors, faut-il nourrir un malade sous OHD ou VNI ? Pourquoi pas ? Oui, on n'a pas encore de preuves que ça fasse mieux ou moins bien. On évite en tout cas la nutrition entérale. Quand débuter dans les 48 premières heures ? Plutôt on continue, c'est plus simple jusqu'à preuve du contraire. Entérale ou parentérale, avec peut-être une préférence sur l'entérale si le malade tolère. Est-ce qu'on modifie la nutrition entérale en DV ? Non, et on utilise plutôt des prokinétiques et une tête de lit surélevée. Et est-ce qu'on met le malade à jeun avant l'extubation ? Plutôt pas. En tout cas, tout dépend du malade. Moi, mon message, il va être très simple, c'est que finalement, il va falloir qu'on individualise nos prises en charge en fonction des malades. Chaque malade est clairement différent et les phases de réanimation du malade sont clairement différentes. Et donc, on ne peut pas faire strictement pareil à chaque malade. Et donc, voilà ce qu'on utilise, nous, dans le service. Donc, je rebondis sur ce que disait Eric. Nous, on gère par rapport au poids et l'algorithme de Nutrirea 3. Donc, par rapport au BMI, modifié à 30. Donc, on est très simple. Est-ce que 48 heures, on débute la nutrition dans les 48 heures. Nutrition entérale possible, on débute par de l'entérale. Si ce n'est pas possible, on fait de la parentérale. Dès qu'on peut, on repasse à l'entérale. À l'extubation, on maintient et on ne les met pas en jeun. Et en post-extubation, on fait un test de déglutition. Alors, il y a encore beaucoup de questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse, et on n'a pas de réponse et pour lesquelles il va falloir travailler. C'est quand est-ce qu'on passe de la frontière de la phase aiguë à la phase de récupération ? Est-ce qu'il y a des biomarqueurs ? Est-ce qu'on peut développer des meilleurs outils au chevet pour surveiller et calculer les besoins nutritionnels ? Et je suis assez d'accord avec Eric parce qu'on a essayé de présenter Ambroisie 2 sur la suite après l'extubation, parce qu'on sait que 70% des malades extubés jusqu'à J7 ne reçoivent pas leurs besoins en nutrition. Pourquoi ? Parce que le malade, une fois extubé, il ne mange pas, il est anorexique, il vomit, il n'a pas faim, il y a beaucoup de choses. Et donc, est-ce que apporter une nutrition entérale de complément chez celui qui ne mange pas en réanimation, après l'extubation, apporterait quelque chose ? Donc, on essaie de travailler là-dessus. Et peut-être qu'on aura les réponses à l'avenir, mais en tout cas, ce que je veux que vous essayiez de comprendre, c'est que la nutrition, ça reste important. Et en tout cas, pour nous, c'est une prise en charge globale du malade, aussi bien avec les antibiotiques que la ventilation et que les amines. Je vous remercie.